Henri Despointes, merci d'abord de répondre aux questions de l'Hebdo des âgés. Vous êtes senior advisor donc, à Central 21 Partners, société de private equity. Le private equity, c'est un secteur qui apporte la deuxième source de financement aux entreprises en France. Il apporte donc beaucoup. Et en termes de gouvernance, est-ce qu'il a un apport spécifique? Je pense qu'il a eu et il aura un apport de plus en plus spécifique et important, dans la mesure où on a vu dans le passé, dans les 30 dernières années, une évolution très importante du poste d'administrateur. Alors je vais parler surtout du mid-cap, parce que en early stage et en large cap, les choses sont un petit peu différentes. Mais en mid-cap, on est très impliqué dans le développement des entreprises. Et il y a une trentaine d'années, au fond, le conseil d'administration était pour beaucoup de chefs d'entreprise un mal nécessaire. Et quand on prenait en général une participation minoritaire, on demandait un poste d'administrateur, mais voilà, c'était dans le meilleur des cas formel, et dans le pire des cas, ça servait à pas grand-chose. Et puis on a constaté au fur et à mesure de la professionnalisation de ce métier, le rôle des administrateurs qui est devenu de plus en plus important, d'une part positivement pour pouvoir développer ces entreprises, aider au développement de ces entreprises, on va expliquer après pourquoi, et puis d'autre part au moment de la crise monétaire des années 90, où le private equity était beaucoup investi dans l'industrie moyenne française, qui a énormément souffert de cette crise, et il a fallu qu'on s'investisse énormément auprès des chefs d'entreprise notamment, et qu'on les challenge beaucoup en termes de reporting pour pouvoir être à même de prendre des décisions efficaces et surtout rapidement avant que l'entreprise soit vivre de graves difficultés. Ensuite, cette expérience-là nous a aidés, notamment, mais pas que celle-là, à avoir une volonté d'être beaucoup plus proche des chefs d'entreprise et de leur donner l'expérience qu'on avait du développement des entreprises. Là, on a l'impression que c'est une initiative qui part du private equity, et les chefs d'entreprise, ils n'étaient pas demandeurs? Dans le middle cap, ils n'étaient pas tellement demandeurs, parce qu'on avait beaucoup à faire à des chefs d'entreprise, souvent des créateurs d'entreprise, qui avaient cherché du financement, éventuellement quelques conseils, mais qui n'étaient pas prêts qui avaient souvent beaucoup de difficultés à bien faire fonctionner leur conseil d'administration, qui était souvent une chambre d'enregistrement, beaucoup plus qu'un outil d'aide au développement et un outil qui aide à mettre en place la stratégie de l'entreprise. Et aujourd'hui, les chefs d'entreprise, ils trouvent ça normal? Je suppose, il y a eu une évolution aussi dans l'attente des... Oui, parce qu'ils se sont rendus compte que ce mode de fonctionnement leur était très utile. Il reste toujours quelques personnalités très fortes dans certains domaines d'activité où le conseil, pour eux, n'a pas d'importance, mais en général, c'est assez rare. Aujourd'hui, la plupart de ceux qu'on voit sont demandeurs. Et en général, pour un first-time LBO, il y a effectivement une courbe d'apprentissage. Mais pourquoi ils font un LBO? Parce que l'entreprise croît, parce qu'elle a des projets de développement internes et externes, et ils se rendent bien compte que même un projet de développement interne, à partir du moment où on est français, on devient international par croissance interne ou externe, ça nécessite d'avoir aux côtés d'eux des compétences qui n'ont pas nécessairement à l'instant T. D'accord. Et le rôle d'un administrateur investisseur, est-ce qu'il est différent de celui d'un administrateur entre guillemets classique? C'est-à-dire un administrateur investisseur, bon, il est à la fois investisseur et actionnaire, et on peut pas. Il est administrateur parce qu'il est actionnaire, donc investisseur. Le rôle du membre de conseil est forcément différent du rôle d'actionnaire, parce que l'actionnaire nomme un conseil d'administration qui, lui, définit la politique de l'entreprise. Mais dans le middle cap, qui est le secteur qu'on connaît, il nous arrive de prendre des administrateurs indépendants assez rarement, et il faut vraiment qu'ils soient très liés au domaine d'activité de l'entreprise et qu'ils aient un lien d'excellence avec celle-là. En large cap, c'est différent parce qu'à ce moment-là, il s'agit de personnalités qui viennent s'adjoindre à d'autres personnalités qui ont
un rôle un peu différent, semble-t-il, de ce qu'on est amené à voir dans les entreprises de taille moyenne. Et ces administrateurs indépendants, on les retrouve plutôt dans certains secteurs? Non, enfin pour nous, hein, par l'expérience, c'est beaucoup une question d'opportunité. Quand on connaît quelqu'un qui connaît très bien un secteur et qui nous aide au moment de la prise de participation, ça nous arrive de lui demander de continuer à être présent dans l'entreprise par un poste d'administrateur. D'accord. Je suppose que toutes les est-ce que l'investisseur, même minoritaire, hein, d'une société de private equity, a un droit de regard pour les décisions importantes? Alors, ça dépend plus du pacte d'actionnaire que du rôle d'administrateur, à ceci près qu'un administrateur est quand même responsable en cas de pépin. Et s'il est démontré qu'il n'a pas fait les diligences propres à son métier, il peut être inquiété par les tribunaux. On peut d'ailleurs constater qu'il y a beaucoup moins d'administrateurs qui sont embêtés par les tribunaux pour faute de gestion ces dernières années que pendant la fin des années 90. Ce qui montre aussi une professionnalisation du rôle d'administrateur, je pense. D'accord. On n'a pas vu ça lors de la crise de 2012, par exemple, 2008-2012. Non, or la crise a été importante et a été très violente. Mais là j'ai un exemple très précis du rôle d'administrateur dans une société que j'ai bien suivie où le chef d'entreprise a témoigné qu'il avait pu sauver son entreprise. Alors c'est un fondateur. Une belle entreprise qui est cotée, je ne peux pas dire beaucoup plus, c'est ce que je vais dire après, mais il a dit que sans le rôle de l'administrateur à ses côtés, qui représentait la société de private equity, et ce qu'il avait fait faire dans l'entreprise, il n'aurait probablement pas passé la crise. Ce qui montre pourquoi, parce que l'administrateur, premièrement, et ce qui nous arrive très souvent, avait mis au point un reporting très exigeant. Et là, j'en parlais l'autre jour à mes collègues de l'AFIC, qui sont aussi administrateurs depuis longtemps, et témoignent tous de la même chose, qu'une des premières fonctions utiles du rôle d'administrateur financier de private equity, c'est de mettre en place des reportings exigeants et qui permettent et à l'administrateur, et au conseil d'administration, et aux dirigeants, j'y arrivais, d'être beaucoup plus réactifs. Parce que au début, un dirigeant dirige beaucoup à l'intuition. Et au fur et à mesure que l'entreprise grandit, il ne peut plus gérer l'intuition. Il faut qu'il ait les outils qui lui permettent de prendre les décisions. Qu'il consolide aussi. Oui, qu'il consolide. Et puis, notre force dans le private equity, c'est... moi, j'étais administrateur en direct d'une vingtaine d'entreprises qui se sont développées pour beaucoup d'entre elles. Sinon, je ne continuerais pas à faire ce métier. C'est d'avoir vu le développement et d'avoir accompagné ce développement. Donc, a priori, on a une courbe d'expérience qu'on s'est impliqué dans des entreprises qui n'ont pas encore eu cette expérience. Et est-ce qu'il n'y a pas un danger, quand on est un administrateur venant d'une société de private equity, un danger de conflit d'intérêts? Vous pouvez avoir des entreprises qui sont plus ou moins dans le même secteur. Et donc, alors c'est sûr que c'est un enrichissement mutuel, hein, mais... J'ai connu une fois, il y a longtemps, hein, c'était avant l'an 2000, une entreprise de private equity qui avait pris une participation majoritaire dans deux entreprises qui faisaient exactement le même métier, en se disant, bon, on va faire les synergies, ça va être formidable. En fait, c'était une guerre à mort des deux entreprises, et il y en a une des deux qui a disparu. Mais c'est quand même assez rare, parce qu'en général, on évite de se mettre un peu dans ce type de position. D'accord. Et vous disiez, donc vous avez été administrateur dans une vingtaine d'entreprises, plus administrateur de leurs filiales. Oui. Est-ce qu'il y a vous avez observé des différences suivant leur niveau de croissance, de développement, leur secteur d'activité, ou est-ce qu'il y a des règles qui sont les mêmes partout? Grosso modo, il y a des règles qui sont les mêmes partout. Ce qui change, c'est la personnalité des dirigeants quand ils sont fondateurs. Il y a des dirigeants fondateurs qui sont assez ouverts, et à ce moment-là, en général, on constate qu'ils sont beaucoup plus à même
de bien développer leur entreprise et de supporter les crises quand elles arrivent. C'est plus ça que le secteur d'activité. Évidemment, dans le bâtiment, par exemple, on tombe sur des personnalités qui sont assez fortes, mais pas toujours. On a eu une expérience il n'y a pas si longtemps avec un président d'une société industrielle. On était majoritaire, on avait les 2/3 du capital, mais on pouvait strictement rien dire, quoi. Et quand il est encore très indispensable, on ne peut pas faire grand-chose. Bon, ça s'est pas mal terminé, mais c'est un dirigeant qui travaillera derrière en font toujours tout seul, quoi. Mais c'est assez rare quand même. C'est une espèce qui est heureusement en voie de disparition parce que on est dans un monde globalisé. Est-ce que la France a beaucoup d'atouts, et on a encore beaucoup dans l'industrie malgré tout ce qu'on a pu constater ces derniers temps, et c'est très dommage qu'on n'en profite pas pour développer à l'international les pépites françaises. Il y en a encore pas mal, hein. Moi, je me rappelle très bien dans les années, nous on était très présents dans la sous-traitance automobile, et même avant la crise de 2008, on s'est rendu compte qu'il y avait là-dedans des pépites que les Allemands eux-mêmes ne faisaient pas, hein. Mais seulement il faut savoir les accompagner et puis avoir le courage de rester. Il commence heureusement à y avoir une tendance dans ce sens de rester un peu plus longtemps que 4 ou 5 ans au capital des entreprises. Parce qu'en 4 ou 5 ans, si vous avez une crise au milieu, vous avez juste le temps de commencer à faire un certain nombre de choses pour l'entreprise, avec le dirigeant bien sûr, et puis arrive la crise, et derrière, s'il faut déjà sortir, les cycles sont à ce moment-là trop courts pour pouvoir avoir une politique qui soit suffisamment longue. Là, il y a des fonds qui commencent à se lever avec, heureusement, une perspective plus longue. Et ça, je pense que c'est une très bonne tendance. Plus longue, c'est 7 ans? Oui, 7 ans, 8 ans, voire 10 ans le cas échéant, parce que on a dû céder des entreprises juste après la crise, on a récupéré Nabi, on avait fait tout le boulot, et je me rappelle très bien, et c'est arrivé récemment, une entreprise qui est un fleuron de son domaine d'activité, celui auquel j'ai vendu me dit, moi c'est formidable, j'ai rien eu à faire, tout était fait, et j'ai fait 6 fois la mise. J'aurais préféré qu'on le fasse, voilà. Mais on était obligé de sortir, on était un fonds en clôture, il fallait le fermer. Et vous parlez des pépites dans la sous-traitance automobile. Il y en a pas mal aussi en France dans tout ce qu'on appelle une nouvelle technologie, dans l'automobile aussi. Oui, oui. Vous investissez dans ce secteur aussi? Alors, nous, on ne peut pas au stade actuel parce qu'on est en mid-cap. D'accord. Et on n'est pas en early stage. Et aujourd'hui, c'est beaucoup d'activités en early stage. À titre personnel et pour rendre des services, j'ai pris quelques petites participations dans des sociétés qui se développaient. Bien évidemment, comme toujours, il y a beaucoup de casse. Mais là-dedans, on trouve quelques petites pépites qui deviennent, qui s'internationalisent et qui le font très bien. Et je pense que là-dessus, c'est assez intéressant parce que c'est souvent des ingénieurs et non pas des gens qui sont d'école de commerce. J'ai un contre-exemple, enfin c'est souvent le cas, et qui profitent d'un domaine dans lequel la France est encore de très très bonnes écoles. Oui. Très bien. Ben, écoutez, je vous remercie. Alors, merci à vous.